Avant de vous donner la parole, j'ai un petit message à faire passer, je fais toujours passer avant que vous partiez. Je vous rappelle que notre lieu souffre beaucoup. Nous avons de moins en moins de subventions et d'aides, et nos dépenses augmentent de plus en plus. Donc avant de sortir ce soir, si vous sortez, si vous avez un crochet, laissez-nous un crochet ou 1 euro en partant, de donner un petit coup de main. Uniquement les billets. Les billets que les billets. Alors, pour que nous puissions continuer, si vous le voulez bien. Voilà. La parole est à vous. Voilà. Voilà, c'est joli. André Buchmann, pour l'interview avant de faire. Merci. S'il vous plaît, la parole. Je suis une ancienne militante culturelle alsacienne de longue date, issue du Sougo, et alors ma dernière c'est l'alsacienne, je suis mais je suis aussi une militante culturelle, une militante écologiste. Et je suis contente de l'intervention qu'a faite Jean-Paul, qui a bien montré le parallélisme des luttes écologistes et des luttes culturelles et des luttes linguistiques. Et l'image forte, c'est bien sûr André Beckmann, puisqu'André est à la fois un militant culturel au-delà de tout, et puis aussi un militant écologiste. Et j'ai beaucoup été chagrinée par sa mort, parce que je suis sûre qu'il aurait toujours été là, et qu'il aurait aussi été là actuellement avec nous, à une quinzaine de kilomètres de Strasbourg, sur les terrains de lutte et sur la ZAD contre le grand contournement ouest. Parce que pour lui, la lutte culturelle et la lutte écologiste ne pouvaient pas être dissociées. Et le sentiment que j'ai maintenant depuis quelques années, c'est qu'il y a d'un côté les militants écologistes qui se battent aussi pour un environnement de qualité, d'apaisement par rapport au fait de pouvoir bien vivre, et les militants culturels, linguistiques alsaciens. Pour la plupart d'entre eux, on ne vous voit pas sur les terrains de lutte, les derniers terrains de lutte, et on ne vous entend pas. Pas beaucoup, je suis désolée. Oui, mais on ne voit pas non plus. Moi, je suis là tout le temps. On est quand même là tout le temps. Et si tu as, et je voudrais juste rappeler que au Conseil régional d'Alsace, il y a eu des politiques de soutien du bilinguisme qui ont été portées par les écologistes. Tout le temps. On a négocié le vote du budget de Rudloff. Alors, on ne votait pas les budgets pour la création de ce qui est devenu l'OLCA, etc. Mais à l'époque, c'était l'ORBI, pour le soutien de la région aux classes bilingues, avec des soutiens très très forts. Ensuite, ça a donné ce que ça a donné avec la charte, mais on a quand même été très 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 présent, et on continue de l'être là où on est. J'ai été désignée par les associations pour faire partie du Césaire. Je suis d'accord qu'on est dans une grande région, mais pour moi, l'Alsace ne disparaît pas. On a existé avant les collectivités territoriales, on continue d'exister après. Et les gémissements, moi, je ne suis pas dans les gémissements. Par rapport à la politique qui est menée par les dirigeants actuels, je suis d'accord avec vous qu'il y a le problème de l'intégration à l'ouest, mais aux toutes dernières réunions auxquelles j'ai été, que ce soit le président du Césaire ou du Conseil régional, il y a quand même une nouvelle dimension essentielle, qui est celle de l'aspect transfrontalier. Et l'aspect transfrontalier, c'est vers le Luxembourg, c'est vers l'Allemagne et c'est vers la Suisse. Et là, il y a vraiment une convergence à faire, et j'espère qu'on arrivera à refaire cette convergence tous ensemble. Quelles que soient vos positions, je viens toujours à vos réunions. Merci. Bravo, vous avez répondre, on continue. Très bien. Monsieur. S'il vous plaît, je n'entends rien. J'ai juste fait une observation qui me gêne et qui me choque. Les interventions de cet après-midi pourraient très bien être en alsacien. Et aucun des intervenants a fait la moindre effort pour parler alsacien. Vous avez un poème de Beckmann. Ça, je ne comprends pas. Et vous-même, vous parlez en français. Oui, ich spreche Sächsisch. Je l'aurais bien compris, moi. Je ne parle pas alsacien. Voilà. Je ne parle pas alsacien. Ça empêcherait, si Oui, on ne parle pas. oui, mais on fait toujours. Ça, j'ai fait l'expérience X fois à la maison. Il y a des Alsaciens, c'est Ditsche, ou ein Franzose. Wir reden alle Französisch, sprechen meine Franzose. Je peux vous rassurer, nous parlons souvent en dialecte ici. Il y a beaucoup d'interventions en dialecte. Voilà. Mais C'est une oui, question de choix, c'est tout. oui, mais c'est ce qui est un défaut. Des défauts de la situation en Alsace, qu'on s'imagine que c'est du Stammtisch dialecte, et que le dialecte, comme en Suisse ou comme dans les pays de Bade,
peut être une belle langue. Et si vous ne parlez pas les érudits en alsacien, vous n'arrivez jamais à percer, vraiment à vous faire respecter auprès des Parisiens. C'est mon avis. Merci beaucoup. Une question Marc. Oui, ce qui m'aurait intéressé, c'est d'entendre parler plus des motivations de ces 4 personnes, notamment, et surtout en 1968. Ça a été le cas de Pierre et de Bernard, mais tu n'étais pas encore là. Motivations, c'est-à-dire en amont, c'est-à-dire pourquoi faut-il défendre l'Alsace, ce qu'on appelle comme ça, ou la culture alsacienne, ou la langue, pourquoi. Et bon, ma question s'adresse plutôt à Jean-Paul. En fait, est-ce que certains philosophes ont influencé les jeunes étudiants, notamment à l'époque? Je pense à Henri Lefebvre, des philosophes comme ça. Mais pour quelqu'un qui est plus jeune, c'est-à-dire plus jeune que moi, évidemment, c'est pas évident qu'on se mette à militer pour l'Alsace, c'est-à-dire quel est le sens, quelle était la motivation de tout ça. Jean-Paul, tu veux dire quelque chose? Non. Au fond, ça ne s'explique pas. Il y a quelque chose comme un inconscient collectif ou un sentiment d'appartenance à. Voilà, moi j'ai découvert, c'est assez banal, hein, moi j'ai découvert mon alsacianité en Afrique. Quand j'étais parmi une autre population et également parmi des amis, des coopérants comme moi, mais qui venaient d'autres régions de France. C'est là que moi, qui ai passé toutes mes études à Strasbourg, sans beaucoup sortir de l'Alsace, j'avoue. Et voilà, c'est là que j'ai découvert mon altérité et en même temps mon identité. Et c'est une passion, mais disons, c'est pas une passion triste. Mais un exemple tout récent, dans le choc de la réforme territoriale, moi j'ai rencontré tout d'un coup des gens qui, ça leur a fait comme un électrochoc en disant, même des gens qui sont germanophones, etc. Mais pourquoi je ne me suis pas intéressée à ça avant? Mais je ne connais rien de la littérature alsacienne. Je sais vrai, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et puis bon, essayer de se rattraper, en Russie, entre autres, par exemple, écouter voilà. Et un autre exemple, dans toutes ces réunions qu'on a eues à l'époque avec les parents, et qui continuent maintenant, hein, moi je ne suis plus, tous ces parents des classes bilingues, combien de fois les parents, les jeunes parents, même m'ont dit, mais oui, je voudrais que mon enfant n'ait pas à passer par ce côté tellement pénible de l'apprentissage de la langue allemande, parce que justement, quand on est petit, c'est fait dans des bonnes conditions, c'est merveilleux, et que c'est justement par ces enfants, des fois, qu'on retrouve sa propre enfance, même si elle a été privée de cette langue. Elle n'était pas privée, puisque l'environnement y était, mais on s'est privé de l'exprimer, parce que c'était pas bien, et comme enfant, oui, on vit, on est enfant, et on a tout de suite honte, et on ne sait pas pourquoi. Et quand j'allais en colonie de vacances en Bourgogne, je me suis dit, mon Dieu, enfin je m'appelais, mais bon, je viens de Saint-Barbara, alors ça c'est un nom français, etc. Donc j'ai l'accent et tout, enfin, c'est ce sentiment, et quand on se rend compte de ça, bon, on se révolte, on a envie d'agir, en tout cas, ça fait de l'effet. Et puis ça peut mener à différentes actions. Voilà. Je voudrais... Oui, Pierre. Je crois qu'il ne faut pas, autour de 68 et un petit peu plus tard, oublier Guy Hérault. Je ne sais pas si ce nom vous rappelle quelque chose. Guy Hérault était professeur à la faculté de droit. Il était aussi candidat aux élections présidentielles en 1974 et il avait fait un gros travail sur ces questions de régionalisme. Il a animé plusieurs réunions, plusieurs conférences ici à Strasbourg. Il était donc prof à Strasbourg. Je voudrais aussi rappeler pour notre génération les lectures de Robert Laffont, qui parlait du colonialisme intérieur, et les lectures de Simone Weil et son déracinement, qui ont pour nous été des éléments intellectuels très forts et pour une certaine vision de la chose. Et je crois qu'on aura fait
insuffisamment travaillé sur la notion d'identité en Alsace. Et personnellement, j'ai jamais su véritablement m'inscrire dans un courant en Alsace, puisque les lignes n'étaient pas claires. Et ce n'est que dans les années 90, lorsque j'ai découvert les travaux de Jürgen Habermas, de son post-nationalisme et du Verfassungspatriotismus, que j'ai commencé un travail sur l'identité et que j'ai pu inscrire mon identité alsacienne dans le principe, dans le concept d'union dans la diversité. Voilà. Et l'ICA, dans son programme, dit bien « Notre régionalisme n'est pas un ethnisme, il est démocratisme ». J'emploie volontairement un néologisme. Bernard. Oui, simplement un témoignage, parce que Marc Schoeder a demandé dans quelle mesure, en mai 68, les philosophes ont influencé la jeunesse. C'est simplement un témoignage. Moi, je suis sans doute un des plus vieux ici. Avant 1937, j'ai connu le régime nazi. Je disais pendant 2 ans Heil Hitler avec enthousiasme, Begeisterung, c'était le héros. Après, je suis allé en France, et là, mon prof que j'aimais bien était un admirateur de Joseph Staline, il parlait de paradis. Donc j'étais à bonne école. Ceci étant, j'ai pris des études en 67, mais j'avais déjà 30 ans, parce que j'ai eu un vécu bien après. Simplement, j'avais un peu d'argent, du temps, puis je me suis inscrit en sociologie, sans arrière-pensée. Puis j'ai appris des choses, on a passé. Mais en mai 68, qui a duré le mois de mai, le mois de juin, après les grèves, on était évidemment pris par l'enthousiasme. Et le côté régionaliste, moi je suis toujours resté alsacien, jamais, et autonomiste. Dans nos métiers. Sans autonomie politique, on n'arrivera à rien, ça c'est toujours été ma conviction. Mais en mai 68, aucun des sociologues que je fréquentais, le côté alsacien, ça ne nous préoccupait pas. Absolument. C'est venu après, et ça je ne l'ai pas connu, parce qu'après, en 70, moi je suis reparti au monde, je ne sais pas, au Brésil, au Canada. Et donc, mais en mai 68, on avait les idées gauchistes. Pour vous montrer à quel point il y a eu malentendu, c'est que vers la fin du mois de mai, certains ont lancé l'idée des autonomies des universités. Autonomie. Mais dans leur esprit, ils ne savaient pas du tout, ils ne prenaient pas du tout référence à l'autonomie, le mouvement autonomiste d'avant-guerre, qui était très puissant avant la guerre. Mais pas du tout. Et ce n'est que les vieux politiciens, MRP et compagnie, qui, eux, ça résonnait, le mot autonomie, c'était le diable, hein. À l'époque, c'est eux qui se sont fâchés. Mais les jeunes étudiants, quand ils parlaient d'autonomie, c'est simplement qu'ils voulaient plus de liberté dans le cadre du système très hiérarchique de l'université. C'est simplement, je veux dire là, le mouvement de renaissance que la plupart d'entre vous ont participé dans les années 70, c'est venu après. Pendant le mai 68, il n'y avait pas de... J'ai jamais marronné, Elsa Gikeret, Fontic, simplement pour dire, on était des gauchistes. On était des gauchistes, on était tous de gauche. Le rapport Rhodes, on dit, en 68, la fête de la cathédrale. Oui, mais le Rhodes, c'était pas le même. On était... La première année de sociologie, on a passé 6 mois à discuter, en première année de sociologie, le manifeste du Parti communiste. Ça nous a occupé pendant 6 mois. Madame Grohin, si vous connaissez ça, très sympathique d'ailleurs, mais pour dire l'état d'esprit qu'on avait, on était de gauche et d'ultra-gauche. Voilà. Moi, je voudrais poser une... Je voudrais juste prolonger ce témoignage. Bon, en mai 68 et déjà avant et après, j'étais comme Jean-Claude Richesse, jeune militant révolutionnaire, trotskisant. Et c'est vrai qu'en 68, proprement dit, il y avait sur l'autonomie, juste un petit mot, il y a eu une espèce de querelle des drapeaux. Hein, donc il y avait eu un jour le drapeau rouge, après le drapeau rouge et blanc, le drapeau noir, et après les gaullistes, après l'attaque du Palais U, nous ont foutu le drapeau tricolore. Bon, ça c'est un petit détail, voilà, mais amusant. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, comme ça vient d'être dit, mai 68, ça a provoqué chez les jeunes gauchistes qu'on était, en tout cas nous, à la JCR et à la Ligue communiste, une prise de conscience à la fois écologiste, et on s'est retrouvés tous à Fessenheim, en 73 et à Ville, et c'était aussi parce qu'il y avait les chanteurs et les écrivains. Alors j'ai un souvenir, mais je le date de mai 68, mais ça doit être faux, ça doit être un peu après.
Parce qu'il y a eu à la faculté des lettres et sciences humaines, ce qui s'appelle Marc Bloch,